Déjà, je voulais vous remercier pour le temps que vous allez m'accorder là, parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre enseigne en études pour le mémoire. Bah oui, puis je crois que vous connaissez bien la région, et c'est vrai que en Oui. plus Elodie m'a dit que du bien de vous, donc Bon, bah dis donc, ça me fait plaisir. Bah, ça c'est vaut vrai le que ça coup. fait un bout de temps Ça qu'on fait le essaye temps. de se caler pour... Parce que je l'ai rencontré pour le mémoire, effectivement, et on s'est dit, bah pourquoi pas en profiter pour faire un déjeuner ensemble, et puis avec tous les événements, on n'a toujours pas réussi à se revoir. C'est vrai, ouais, bah, ça viendra. Oui. Et puis Beau Manoir, je sais plus, 2 ou 3 fois, j'ai fait pour des soirées Beau Manoir taxi capitaine de soirée. Je sais pas si Ah ça vous d'accord, parle. ouais, Quand ouais, j'étais ouais. quand j'étais étudiante à l'IUT de Saint-Malo en tant que carrière juridique. D'accord, ok. Donc je connais un petit peu. Bah, c'est sûr qu'on est de Saint-Malo, je crois qu'on est obligé de connaître C'est un ça. petit peu cache-cache, quoi. Ça parle un petit peu. On a tous quelqu'un qui travaille Je chez Beau crois, oui, Manoir c'est vrai. aussi. Ouais. Alors je vais vous On se présenter. laisse une bonne heure jusqu'à 18h30, ça ira? Oui, oh oui, parfait. Ouais, ok, Même ok. moi, hein, je peux rétrécir si jamais vous avez des Non, obligations. mais je pourrais pas aller beaucoup, enfin, très au-delà, mais Ok. jusqu'à 18h30, c'est bon. Ça marche, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bon alors, je débute, je vais présenter le sujet, et puis après on va pouvoir échanger tous les deux. Oui. Donc je suis étudiante en master 2 franchise et commerce en réseau à l'IGR de Rennes. Apparemment vous Mhm. connaissez Madame Perrigot d'ailleurs. Oui, oui, on a été amené à échanger Ouais. car je cherchais un recrutement pour renforcer l'équipe. D'accord. Et vous avez pu trouver grâce à elle? Non, j'ai Ah, pas trouvé grâce à elle. Ouais. bon. J'ai pas trouvé du tout pour l'instant. Et puis, vu la situation, là, on a mis un petit peu en Oui, bah stand-by sur oui. les 2-3 prochains mois, voir un peu comment se termine D'accord, la saison là. ça marche. Et donc, dans le cadre de cette formation, nous devons réaliser un mémoire de fin d'études, comme beaucoup de masters, qui Mhm. se fait en binôme. Donc là, c'est un peu exceptionnel. Enfin, c'est pas exceptionnel, c'est quelque chose qui est mis en place par Madame Perrigot de sa propre volonté. Donc c'est un exercice un peu différent du fait de le faire à deux. Et avec mon binôme Basile, on a décidé de faire notre mémoire sur le développement des réseaux de franchise vers les centres-villes. Ok, Donc des périphéries vers les centres-villes, mais vraiment plus axé centre-ville. Et donc, on fait des recherches sur l'évolution de l'implantation des enseignes. Euh, et puis, il faut savoir que pour faire cet entretien, on a préparé un guide d'entretien qui a été validé par Madame Perrigot, oui, qui va nous servir de trame pour nos échanges. Donc, il n'y a pas y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment, vous dites ce que vous voulez, c'est anonyme, donc rien ne sortira sur la stratégie Beau Manoir ou autre. ok, Donc là-dessus, au total liberté. ok. C'est vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir une compréhension globale de la stratégie d'implantation de l'enseigne finalement. Ouais, d'accord, ok. Mhm. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, votre nom? Alors, Damien Vauchel, 3 ans. Je suis dans le groupe Beaumanoir depuis 6 ans. Ok. Euh, J'avais commencé par une carrière dans l'immobilier plutôt résidentiel et marchand de biens sur Paris. Euh, j'ai repris des études, enfin après m'être mis à mon compte pendant 2 ans, j'ai repris des études pour me spécialiser dans le développement d'enseignes par D'accord. un cursus qui s'appelle, c'était un bachelor qui était à Négocia, c'était une filière de HEC Paris Ok. qui proposait ce cursus très spécifique de développement d'enseignes mis en place avec le HEC et la Chambre de commerce de Paris et Procos. D'accord, oui. Une formation hyper spéciale, enfin ouais, qui avait été faite sur mesure au final pour répondre à ce besoin d'enseigne, de formation de développement d'enseigne qui n'existe pas sur cette partie plus immobilière et développement de réseau. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans en alternance en tant que manager de centre-ville Ah, génial, où dans une ça? à Nanterre, donc c'est une ville Oui. d'Île-de-France, plutôt intéressante en termes d'urbanisme et de problématiques commerciales parce que c'est adossé aux Quatre Temps, donc c'est le plus grand centre commercial de Ouais. France, avec des problématiques de commercialité, Dynamisme. voilà, redynamisation des centres-villes, etc. Et puis avec aussi des projets d'ampleur parce que justement sur le territoire de la Défense, sur des territoires d'intérêt nationaux avec le Grand Paris, etc. Et ça reste une ville assez intéressante avec quasiment 250 000 habitants journaliers, ou en tout cas passage, ça fait partie des villes majeures de France. Ok.
Donc très intéressant. Ensuite, une fois le diplôme en poche, j'ai continué dans le groupe Auchan. C'était j'ai plus les dates en tête. J'ai pas révisé mon CV. Ça devait être en 2012. Ouais, c'est ça, 2012. J'ai passé quasiment 3 années dans le groupe Auchan et c'était un peu l'essor des drives. Cette époque-là, on a l'impression que ça a toujours existé, mais c'est pas si vieux que ça au final. C'était à l'époque où il y avait 1000 drives par an qui sortaient entre les Leclerc, les Carrefour, etc. Et donc nous, j'étais dans l'ancienne Chrono Drive. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, ouais. Qui était au final donc avec les fondateurs, qui était donc Martin Tout-le-Monde, qui avait inventé le drive, en fait, ce système de drive solo sur le modèle de Chrono Drive en France. Voilà. Détaché des magasins. Exactement, ouais. Okay. Donc c'est eux qui avaient inventé ce modèle-là, qui a été après optimisé, développé, mais ils avaient créé ce modèle-là, et donc Chrono Drive était donc une filiale d'Auchan, et je travaillais donc en tant que pour faire de la prospection foncière pour Chrono Drive et Auchan Drive. D'accord, génial. Sur l'île de France, et donc ensuite la société a réduit la voilure en termes de développement, parce qu'ils se sont en fait nettement dépassés par tous les réseaux d'intégrés. En fait, au final, notamment le Leclerc, qui a fait des départs de marché très fortes et qui pouvait, en fait, de par leur implantation, leur implantation et en fait, le nombre de franchisés qui répartissent, ça permet de répartir les investissements. Alors que Leclerc pouvait sortir 200 drives par an parce que c'était un investisseur qui investissait sur un drive 200 fois, alors qu'une succursale ne pouvait pas financer l'ouverture de 200 drives en fonds propres ou par investissement. C'était des sommes beaucoup trop importantes pour une seule entreprise. Donc c'est l'atout des réseaux de franchisés, c'est de pouvoir se développer extrêmement rapidement en diluant les investissements sur les nombres de franchisés. Okay. Et c'est ce que le groupe, c'est grâce aussi à ça que le groupe Beaumanoir a pu croître aussi rapidement. Et donc ensuite, donc ils ont réduit la voilure et j'ai eu l'opportunité de plusieurs secteurs d'activité, notamment l'alimentaire, mais le secteur du textile m'intéressait. Je crois que c'était un peu la reine des enseignes pour le développement. Enfin, ce secteur-là, ça permet d'aller en périphérie, en centres commerciaux, en centre-ville. Enfin, voilà, c'est un panel de missions très large. Et donc, j'ai été contacté par le groupe Beaumanoir donc c'était en 2014. Ouais. Pour rejoindre le groupe en tant que chargé d'expansion sur la moitié de la France, avec Elodie. On a été recrutés en même temps. Parce qu'ils restructuraient la direction développement. Donc ils refaisaient toute l'équipe. Donc il y avait un directeur, un responsable France et 2 chargés d'expansion, Elodie et moi. On se partageait la France à 2 d'une manière opérationnelle. D'accord. Et donc on a fait nos premières armes ensemble, on a découvert nos régions respectivement, et depuis donc maintenant quasiment 2 ans, j'ai pris, enfin donc le directeur développement est parti en même temps qu'Elodie quasiment, et donc j'ai Thomas Beaumanoir, en tant que directeur général délégué et actionnaire du groupe, a repris la casquette de la direction globale des travaux, aménagement, développement. Okay. Et je suis passé responsable France sur l'ensemble des enseignes du groupe. Génial. Et vous êtes une équipe de combien maintenant ? Alors moi je suis tout seul au développement pur. Ensuite on a un directeur de l'affiliation, parce que je m'occupe des succursales et de l'affiliation. Okay. On a un directeur de l'affiliation, on a donc le directeur développement Thomas Beaumanoir, et ensuite après on a toute la partie juridique, travaux. Donc c'est une grande direction, mais sur le développement nous ne sommes que 2. D'accord. Un pour la relation affiliée quotidienne et tout seul sur le développement. C'est pour ça que je recrute quelqu'un. C'est vrai que j'avais vu l'annonce sur le site Beaumanoir. Ouais. Et je me suis dit, bon, je mets mon CV. Et puis, quand je savais qu'on allait avoir un entretien tous les deux, je me suis dit, je verrai plus tard. Je l'ai mis quand même. Et puis, quitte à voir plus tard, étant encore en études, je peux pas me permettre de dire être dispo tout de suite. Mais c'est vraiment une offre qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, bon, allez, je mets, quitte à
quand Oui, tu oui, étais au Japon? ouais, on m'a transmis votre Ah, CV d'accord. ouais, il y a quelques semaines. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Oui, bah, il y a peut-être 2 ou Ouais, 3 ouais, semaines, je sais plus. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais, on en reparlera. Oui, avec plaisir. Et Donc voilà pour j'avais le parcours. Donc plutôt une base immobilière, un peu juridique, beaucoup terrain, et avec le groupe m'a permis de découvrir la ouais, France de ses territoires et le et ce textile monde un aussi. peu plus précis de l'immobilier commercial. Ouais. OK, super. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Une longue présentation. Ah beh, ça c'est que Je des viens de postes faire qui plus sont court. super intéressants. C'est manager de centre-ville, ça devait être génial de passer par là avant C'est de hyper intéressant. ouais, C'est pas très glamour, on va dire, parce que c'est pas vraiment quelque chose en tout cas, qui est bien perçu, je trouve. Mais par contre, c'est hyper intéressant, c'est très enrichissant. Par contre, le côté frustrant, c'est on ne fait rien de vraiment. Enfin, ouais, autant développeur, on crée un magasin, on ouvre c'est ça. un drive, on ouvre un magasin, c'est de suite visible sur des délais assez courts. Alors un peu moins peut-être dans l'alimentaire, c'est vrai que c'est des projets d'1 an, 2 ans, mais bon, c'est à échelle, on va dire, de temps raisonnable. Mmh. Moi, j'ai travaillé sur des projets qui ne sont Qui sont pas pas aboutis. sortis avant 5 ans, 10 ans, quoi. Donc Mmh. c'est des temps longs et on n'a pas d'action précise parce on ne fait que du lien entre les acteurs Du privés. conseil, ouais. J'ai pu, Exactement. pour le mémoire justement, j'ai pu interviewer un manager de centre-ville, monsieur Guillaume Bateau de Laval. Et c'est ce que Mm. j'en ai déduit après l'entretien, c'est que finalement, il n'y a pas de concret. Enfin, il y a du concret, mais c'est sur plus long terme, c'est différent. C'est l'aspect un peu frustrant, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire des choses vraiment réellement de ses Mm, propres mains, quoi. ouais, Mais c'est hyper intéressant. C'est des problématiques très intéressantes. mm. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer l'entretien en soi. Mhm. D'abord, on va faire une petite partie sur vous en tant que consommateur, donc rien à voir avec votre Oui. métier. Est-ce que, d'une façon globale, vous pouvez me partager votre vision du commerce en général, l'état, ce qu'il en est, est-ce que vous remarquez aujourd'hui sur le commerce globalement? Wow, question large. Oui, c'est large. Sur le commerce en ce moment, en plus avec ce qu'on est en train de vivre en ce Ouais. moment, je crois qu'on a encore moins de certitude. Qu'est-ce qu'on peut constater c'est que dans nos activités, on va dire de consommation plutôt textile prêt-à-porter, qui représente aujourd'hui quand même, on va dire 60 à 70% des emplacements commerciaux de France. Ah, quand même. Par exemple, dans les centres commerciaux, en moyenne, dans les centres commerciaux, le textile représente environ 60% des surfaces, D'accord. de mètres carrés commerciaux, quoi. Ok. C'est un secteur qui a été très concurrencé, qui s'est développé fortement depuis 15-20 ans, avec l'arrivée d'acteurs internationaux, avec le développement des réseaux nationaux, en franchise, en succursale, etc. Et avec des maillages qui se sont resserrés. Mm. L'ensemble Totalement. des enseignes sont plutôt parties des capitales régionales, de Paris, des grandes villes, pour après redescendre de plus en plus sur des villes de zones de chalandise de plus en plus courtes. Mm. Ce qu'on peut constater sur le commerce, c'est que sur ces activités-là, les trafics baissent d'année en année. On constate en moyenne, nous, des baisses de 5 à 7% de baisse de trafic tous les 2 ans. D'accord. Depuis plus de 5 ans, depuis 6 ans. D'accord. Ok. On a l'habitude de se dire, parce qu'on a essayé de compiler un peu de chiffres, que ces dernières années, en gros, depuis 10 ans, on a perdu environ 15% de volume de chiffre d'affaires. Mm. On a perdu, en gros, 20% de trafic, en Ah ouais, quand moyenne. même. Les loyers ont augmenté de 15 à 20%. Et les surfaces commerciales également. On est plutôt sur entre 20 et 25% de surfaces commerciales en plus D'accord. depuis les 10 dernières années. Ok. Donc c'est des effets un peu ciseaux qui se passent, c'est-à-dire que chaque magasin fait en moyenne un peu moins de chiffre d'affaires parce que les trafics sont de moins en moins élevés. La clientèle se partage un petit peu plus parce qu'il y a un peu Mm. plus de concurrence, un peu plus de choix physique et online et des ratios économiques qui sont assez difficiles parce que les charges sont en constante augmentation. Ouais. C'est ce qu'on constatait aussi. Donc ça, c'est pour la partie textile prêt-à-porter. Ensuite, il y a une grande mutation des centres-villes vers la périphérie.
C'est pas seulement parce qu'il y a des promoteurs qui construisent en périphérie, c'est parce que je pense que, enfin, je pense non, c'est une réalité. La population s'est déplacée aussi en zone périurbaine. La population habite de moins en moins dans les centres-villes, peu importe la taille, à part peut-être les grandes métropoles françaises qui se concentrent avec des pénuries de logement toujours, mais depuis 10 à 15 ans, on a quand même plutôt, la France est plutôt étalée sur de manière verticale, enfin horizontale, et plutôt être sortie des centres-villes pour avoir sa petite maison avec son petit jardin. Et voilà, c'est un peu le rêve de chacun en France en tout cas. Et ce qui fait que les équipements commerciaux se sont adaptés à ça et aller en proximité des clients. Mais la proximité aujourd'hui ne veut plus dire du centre-ville, mais c'est être proche des lieux de vie, des lieux d'habitation des gens, ou sur des trajets pendulaires entre travail et habitation. Donc effectivement, c'est plutôt en périphérie que ces flux se sont déplacés. Totalement. Très bien. C'est ce qui explique en tout cas l'essor des zones commerciales et des centres commerciaux qui, pour la plupart, ont commencé dans les années 80 ou 70 à être vraiment en périphérie urbaine et qui sont aujourd'hui quasiment incluses dans les villes. Je sais pas si Alma est un très bon exemple. Exactement. Alma, il y a 20 ans, c'était quasiment au milieu des champs. Aujourd'hui, avec l'arrivée du métro, des habitations qui se densifient à proximité, c'est devenu vraiment quasiment dans la ville. S'il n'y avait pas cette ceinture vraiment matérialisée par le périphérique, voilà. Okay. Donc on a tendance à lire beaucoup ce combat entre la périphérie et le centre-ville. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Ça ne fait que répondre à une demande de la clientèle d'aujourd'hui. Ok. Et quand on vous dit centre-ville, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Centre-ville, désertification. Ouais. Quelque chose qui n'est plus, c'est un mode de consommation qui n'est plus adapté avec l'attente de la population d'aujourd'hui. Ok, très bien. Vous habitez peut-être en centre-ville du coup, sur Rennes? Oui. D'accord, oui. Parce qu'on a une question qui est la fréquence à laquelle vous rendez dans les centres-villes et dans quel but vous y allez? Alors moi, je sature un peu les centres commerciaux, donc je fais quasiment pas de centres commerciaux à titre personnel. D'accord. C'est une fois par semaine en centre-ville, mais j'habite en centre-ville. D'accord. Okay. Ça fausse un peu le débat. Et du coup, c'est plus une contrainte pour vous d'aller en centres commerciaux, en périphérie ou... Ça, c'est lié au métier. Ouais, voilà. C'est que j'en mange tellement la semaine que si je peux les éviter le week-end, ça me va. Et quel type d'enseigne vous fréquentez dans les centres-villes? Plutôt alimentaire. D'accord. Alimentaire de proximité et textile, quoi. Okay. Et là, c'est plus d'un point de vue avec la vision de votre métier. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre plutôt en centre-ville au lieu des centres commerciaux? En centre-ville plutôt que les centres commerciaux, c'est toucher une clientèle différente. C'est vrai que clairement, les centres-villes sont de plus en plus touchent une clientèle quand même plus urbaine avec des modes de dépenses et de fonctionnement différents. C'est une clientèle soit plus jeune, ou on va dire un peu les clichés, mais c'est jeunes travailleurs, on va dire. Ouais. La tranche 20-30 ans, sans trop d'enfants ou avec un premier enfant, avec des revenus quand même plutôt aisés, et avec des modes de consommation, de sortie, des pouvoirs d'achat plus intéressants. Donc ça dépend des concepts, mais c'est l'avantage des centres-villes, c'est de pouvoir toucher ce type de clientèle, je pense. Et ensuite aussi avec une clientèle peut-être un peu plus âgée, cette fois-ci, où on observe un retour à la vie citadine après la retraite, voire des gens un peu plus âgés qui cherchent à se rapprocher de services, de services de santé, de services publics, etc., qui sont peut-être plus accessibles en centre-ville, plus facilement accessibles que quand on est en périphérie, où on est assez vite isolé, ou avec des nécessités de moyens de transport qu'on n'a pas tout le temps. Exact. Donc tout dépend de la clientèle que l'on cherche à adresser. Ouais. Ok.
Est-ce que vous pouvez me citer des enseignes qui auraient une bonne implantation géographique, selon vous? Les référents du métier. Oui. Les référents historiques, pour moi, je prends toujours comme curseur, c'est Yves Rocher. Je trouve que c'est un des parcs les plus exigeants et en général, à 95% des emplacements toujours les mieux placés dans les centres, que ce soit un centre commercial ou un centre-ville. Par contre, ils ne font pas de périphérie, à part dans les centres commerciaux. Ils ne font pas de retail park. Ouais. Ensuite, après, c'est plutôt des acteurs historiques, en fait, qui font... Ils ont eu l'occasion et le temps de se positionner là où il fallait. Et donc, c'est plutôt effectivement des Camailleux, des Yves Rocher. Et ensuite, après, bon, les gros faiseurs qui font eux-mêmes leur trafic, ça va être des Zara, H&M, mais c'est pas une vérité absolue. Ils sont aussi, des fois, ils sont moins pertinents que Yves Rocher, par exemple. D'accord. Ok. Je pensais pas tout. Ouais, Et H&M a connu une époque où ils étaient un peu, là, il y a 5-6 ans, dans une euphorie de développement, où ils ont essayé d'aller chercher des villes de plus. Par exemple, à Morlaix, ils ont été ouvrir à Morlaix, ou d'une petite ville à Nevers, des choses comme ça, où ils ont eu des emplacements vraiment en pensant que la clientèle, peu importe où ils se mettraient, viendrait à eux. C'est pas forcément tout le temps le cas. Et en plus, c'est des tailles de villes qui ne leur correspondent pas. Et des populations qui ne leur correspondent pas. Voilà. Donc, ils ont aussi fait quelques erreurs de développement à vouloir aller trop en proximité, on va dire. Voilà. C'est chacun ses territoires. Maintenant, on va plutôt aborder les particularités d'une implantation en centre-ville, plus spécifiquement. Lorsque vous décidez une implantation dans le centre-ville, quels sont les critères que vous surveillez avant d'envisager quoi que ce soit? Alors c'est le dynamisme de la ville, mais ça se matérialise surtout par une commercialité, une présence d'enseignes nationales référentes, des capacités, de techniques à accueillir des enseignes, c'est-à-dire des tailles de locaux, une accessibilité de clientèle, de flux. D'accord. Quand vous parlez d'enseignes référentes, vous pensez auxquelles? Chez nous, en fait, dans le textile, c'est peut-être un peu particulier, par exemple, de l'alimentaire. Nous, on recherche la synergie. Donc, on va chercher une présence. On n'aime pas qu'on est tout seul. Parce que c'est vrai que le shopping, on aime bien avoir un choix large. Et c'est peu des... Enfin, c'est souvent une sortie où on a besoin d'aller et à côté, enfin, de la chaussure, du textile, de la cosmétique. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien ensemble. Et par contre, on n'aime pas être un peu isolé, quoi. On préfère être un peu tous ensemble. Et après, c'est là où il faut doser, où il y a un seuil de synergie intéressante. Et après, quand on dépasse ce seuil, après, c'est de la cannibalisation trop forte. Donc, il faut de la complémentarité, mais pas trop. Contrairement, je pense, à l'alimentaire qui aime plutôt des zones un peu seules, isolées, pour avoir des parts de marché plus importantes. Exactement. Et donc ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait quand même un peu de commerce dans la ville, déjà des habitudes d'achat, et que ces pôles de centre-ville soient identifiés en tant que pôle shopping. D'accord. Et ça, c'est la présence et l'historique d'enseigne qui le fait. Est-ce que vous faites... Et ensuite, c'est le bon dosage entre est-ce qu'il faut plutôt aller en centre-ville ou en périphérie? Et donc ça, c'est aussi cette densité d'activité qui est un bon indicateur. Il y a des critères qui changent entre l'emplacement de centre-ville que vous allez choisir et l'emplacement de périphérie? Je sais pas, notamment répartition démographique, l'animation de la zone. Oui, c'est vrai que effectivement l'avantage d'une zone, ça va être une communication plus forte avec un pouvoir d'attractivité plus large. C'est plus accessible. La périphérie est forcément plus accessible qu'un centre-ville, des villes moyennes, en termes de routiers, de gratuité de parking, de visibilité, d'identification, et ensuite effectivement de communication, où c'est un pôle qui communique dans sa globalité, qui est identifié comme une destination de consommation. Par contre, c'est des temps de consommation qui sont peut-être un peu plus concentrés sur des périodes courtes, c'est-à-dire vendredi, samedi et mercredi. Alors que le centre-ville est peut-être un peu plus étalé en termes de moments de consommation. D'accord.
OK. Là, on va plutôt aborder un point de vue mobilité, accessibilité. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilité dans les centres-villes? Elle est difficile à travailler parce qu'on travaille sur des endroits complexes en termes Mmh. de technique, de bâtiments, d'urbanisme. D'urbanisme? Euh, Ensuite, quand elle est bien traitée, on voit qu'il en faut peu. Enfin, il faut que tout soit cohérent. On peut pas vouloir supprimer la voiture sans offrir d'alternatives de déplacement à Mmh. la clientèle et à la population. Il faut que tout soit bien cadencé, quoi. Il faut que les volontés s'entendent entre. On entend, et puis c'est un mouvement de masse, de réduire les voitures, les transports dans les Ouais, centres-villes. Mais il faut des compléments adaptés pour la population, quoi. c'est ça, Donc c'est les offres de transport en commun, c'est les offres tarifaires, c'est les accessibilités. On parle beaucoup des parkings relais. Sous quelle forme? Il faut que ce soit pas saturé, il faut pas que ce soit trop cher, il faut qu'il y ait aussi une disponibilité de transport en commun pour aller dans les centres-villes, etc. Et après, comment on fait avec des activités qui ont besoin de transport de lourd, de livraison, des choses comme ça. Donc c'est justement, vous en pensez quoi justement de la dynamique prise par les centres-villes pour l'aménagement de la mobilité? C'est quelque chose, vous, par rapport au commerce et aux implantations que vous envisagez, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a assez de mise en œuvre? on voit beaucoup effectivement de travaux importants dans les villes moyennes pourquoi pas mettre des trams, des choses comme ça, des tramways ou de la circulation verte, de la piétonisation. On n'a pas de dogme. Il faut que ce soit bien conçu, bien expliqué et que ce soit surtout limpide pour la clientèle et qu'elle puisse s'y retrouver. Il faut des alternatives. Quand on enlève quelque chose, il faut une alternative acceptable parce que aujourd'hui, il faut faire des efforts, mais progressifs. On peut pas être radical dans ce changement de mode de fonctionnement qui est bien ancré quand même en France. D'accord. Mais Parce que là, on a tout en tête les grandes villes. On va parler de Nantes, de Rennes, de Lyon, de Rouen. ouais. C'est assez aisé parce que c'est des clientèles urbaines qui, de toute façon, qui sont dans cette mouvance-là. Mais il faut penser aussi à tous les autres centres-villes de villes Mmh. moyennes, Mmh. des Vannes, des Le Mans, des Laval. Voilà, on peut pas tout couper. Mmh. Les villes, les fonctionnements ne sont pas duplicables partout. D'accord. Et donc l'accessibilité, c'est quand même selon vous le point fort pour un bon emplacement, c'est quelque chose que vous surveillez de près? Oui, forcément, il faut qu'on puisse se garer à proximité. Forcément, ça reste toujours implacable Mmh. comme logique, mais de toute façon, les centres-villes, les rues commerçantes sont en général plutôt bien faites parce que historiques pour ça. Ouais. Donc, voilà. Mais vous parlez des parkings, mais est-ce que l'existence de transports en commun est quelque chose de nécessaire pour s'implanter en centre-ville pour vous ou pas spécialement? On regarde quand même effectivement les flux qui sont drivés effectivement soit par des parkings parce qu'il y a encore une large clientèle en France qui se déplace en voiture, Mmh. beaucoup plus qu'en transport en commun. Transport en commun, ça concerne que quelques villes de France. D'accord. OK. Aujourd'hui, à Laval, personne se déplace en bus, quoi. Non, c'est vrai. Je suis originaire de Laval, donc Ah, bah voilà. je vois de quoi vous parlez. Donc, non, mais c'est la réalité. On voit tous, effectivement, on pense au métro et au bus et au vélo. Mais sauf Mmh. que, enfin, nous, on a un maillage peut-être particulier. On a beaucoup de magasins en France et notamment plutôt pas dans des endroits ruraux, mais dans des petites villes, quoi. Dans des Ouais. petites villes de 15, 20, 30 000 habitants. À Mayenne, on parle pas de métro, quoi. Ah Voilà, bah on non, parle c'est pas de clair. vélo. Ouais. À Mayenne, on fait ses courses en voiture, quoi. Est-ce que vous étudiez justement les trajets routiers que font vos consommateurs pour choisir une implantation ou... Non, assez peu, parce qu'au final, on vient plutôt se coller à Ouais, ce que vous disiez ça tout à l'heure. rejoint la synergie, en fait, c'est des Ouais. pôles déjà établis. Après, on regarde un petit peu, effectivement, là, on a des outils géomarketing pour tracer les flux de consommation, enfin, les flux routiers, les flux en fait, c'est par le bornage mobile, par D'accord. des données des opérateurs téléphones qui nous donnent un peu les horaires majeurs de consommation, les flux, les origines des flux, d'où vient le client avant d'être sur ce centre commercial.
etc. Donc ça peut être utile dans un second temps pour tout ce qui est marketing et géomarketing. Ok, très bien. Super. Là, c'est une question un peu différente. Est-ce que d'un point de vue signalétique publicitaire, une implantation en centre-ville ou une implantation en périphérie permet une meilleure visibilité? J'aurais tendance à dire qu'effectivement la périphérie offre un peu plus de visibilité, plus simple et moins coûteuse. D'accord. On peut plus facilement sortir du lot, on est moins contraint par des réglementations administratives en Ouais. périphérie. Et quelles sont ces réglementations, justement? Alors, typiquement, souvent en centre-ville, on a tout ce qui est ABF, Ouais. architecte des bâtiments de France, Ouais. qui sont très contraignants et qui ont un pouvoir absolu sur les projets de façade, de signalétique, enfin, ils peuvent décider de changer les couleurs des enseignes, peu importe l'enseigne. Enfin, Ouais. ça va. Donc c'est sans cadre et c'est différent à chaque ville en fait. Chaque D'accord. ABF a sa propre vision de ce qui est l'architecture de sa ville. Donc pour des enseignes nationales comme nous, c'est pas évident parce qu'on a quand même Ouais, je me doute, ouais. une homogénéité de réseau à À assumer, respecter, ouais, c'est sûr. à respecter. Donc c'est une contrainte forte. Ensuite et après tout ce qui est visibilité, donc il y a ça. Il y a des fois les mairies mettent en place des chartes graphiques dans leur PLU et des choses comme ça pour encadrer la taille des enseignes. Est-ce que c'est en bois, est-ce que c'est en PVC, est-ce que c'est des moulures ou pas de moulures, est-ce que ce sera un fond blanc sur lettrage noir ou lettrage blanc sur fond noir, les caissons lumineux ou pas, ou rétroéclairés. Enfin voilà, ça va assez loin dans le détail des prescriptions pour assurer une homogénéité, mais c'est aussi leur rôle au final, de pas laisser l'anarchie dans une ville, parce que des beaux centres-villes, c'est aussi des centres-villes qui sont bien tenus et homogénéisés, c'est vrai. Okay. Mais pour nous, en enseigne, c'est contraignant. Donc il faut que le jeu en vaille la chandelle. Et sur une échelle de 0 à 10, vous direz que c'est une contrainte qui se porterait à quel niveau? 7 ou 8. Ouais, quand même. D'accord. Okay. Pour des réseaux des réseaux succursalistes et un peu structurés, c'est vrai que le cas par cas est très difficile à gérer. D'accord, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que nous, chez U, on a un peu le même souci. Disons que c'est des indépendants, donc ils font ce qu'ils veulent et tout ça, mais il faut quand même faire respecter l'enseigne, quoi. Voilà, c'est ça, une charte. C'est pourquoi U est connu, parce qu'on sait qu'on va y retrouver l'enseigne U avec la charte commerciale, etc. Il y a des valeurs à retrouver pour assurer l'homogénéité du réseau. C'est ça. Mais ça passe aussi par des codes visuels. Et justement, il y a un mémoire qui est réalisé sur ce thème-là, donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire. Bon courage. On va partir maintenant sur un point plutôt immobilier. Oui. Est-ce que selon vous, il existe en centre-ville des cellules commerciales suffisamment grandes pour accueillir vos concepts? Oui. Vous arrivez à trouver ce qu'il faut au niveau des locaux commerciaux? Oui, quand on sait si les centres-villes sont intéressants commercialement, on sait s'y adapter, on l'a toujours fait. On a aujourd'hui 40% de nos magasins qui sont en centre-ville. D'accord. Donc c'est pas la contrainte majeure. Vous avez besoin de combien de mètres carrés environ pour implanter un magasin en centre-ville? Entre 100 et 300 mètres carrés. D'accord. Et le marché immobilier aujourd'hui vous permet de trouver facilement, enfin pour vous ça se porte comment le marché immobilier? Non, c'est des surfaces effectivement, plus c'est grand, plus c'est compliqué à trouver. Ouais, c'est sûr. Parce que des bâtiments, si on cherche 50 mètres carrés dans n'importe quelle ville de France, c'est beaucoup plus simple. Dès qu'on dépasse 150 mètres carrés, c'est effectivement, c'est un peu de toute façon comme entre les studios et les 6 pièces, quoi. Hein. Oui, c'est plus c'est grand, plus c'est rare et plus c'est cher. Voilà. Le marché immobilier se comporte comment? Pas de généralité possible non plus. Il y a des centres-villes très dynamiques qui fonctionnent très bien avec une rareté d'offres et donc des loyers toujours très chers avec des cessions de droits au bail élevés. Je pense à Tours, je pense à Colmar, à Rouen, centre-ville, à Nantes. Voilà, c'est ce type de villes-là qui sont très demandées au final avec une offre limitée.
D'accord. Parce que commercialement, c'est très intéressant, les chiffres d'affaires sont bons, etc. Et ensuite, il y a après, comme on en parlait au début, c'est des centres-villes moyens qui qui perdent leur clientèle au détriment, enfin au bénéfice de la périphérie, et avec une vacance qui se développe fortement, et on voit mal comment ça pourrait s'inverser et pourquoi ça devrait s'inverser, quoi. Ouais. Et vous remarquez une variation des valeurs immobilières entre la périphérie et le centre-ville? Bah oui, c'est un peu comment on dit, un vase communicant, quoi. C'est les centres-villes qui sont bons restent chers parce que prisés, et on préférera toujours aller là où c'est commercialement le plus intéressant, donc on serait prêt à payer un peu plus cher pour être en centre-ville plutôt que d'aller en périphérie si c'est moins opportun commercialement. Après, la périphérie reste. Alors, je parle pour la périphérie en retail park, hein, hors centres commerciaux. Oui. Voilà. Ça reste toujours moins cher effectivement que des centres-villes. Okay. Est-ce que vous auriez un ratio entre les implantations de centre-ville et les implantations de périphérie de l'enseigne? Chez nous, Oui. on doit être à 40% en centre-ville, 60% en périphérie. D'accord. Donc, quand je dis périphérie, ça englobe centres commerciaux et retail park. Ok. Et sinon, on va être à, je pense, moitié-moitié entre retail park et centres commerciaux. Donc, ça fait 40, 30-30, quoi. Ouais, ok. Ça marche. Très bien. Ok. Maintenant, on va plutôt aller sur les pratiques réglementaires en termes d'implantation. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans vos démarches lors de différents projets d'implantation en centre-ville, notamment sur le plan financier, local, voisinage par exemple, Non, non. visibilité? Alors, on a la chance de pas avoir de pas être dans des activités nuisibles, enfin qui créent de la nuisance. Ouais. Contrairement Donc par exemple à la restauration rapide. ouais, voilà. Ouais. C'est beaucoup plus, enfin en tout cas c'est une contrainte en plus pour eux. Donc nous on n'a pas ça, on n'a pas de besoin de passage en copropriété, etc. C'est assez simple en fait. Nous, on Même arrive, on avec, fait un ménage. même avec les livraisons, vous n'avez pas de voisinage qui puisse. Non, 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 Ok. non, non, non. Non, c'est des livraisons, c'est une fois par jour entre 10h et 17h. Oui. C'est Vraiment. 5 ou 10 cartons. C'est pas nuisible, ça ne crée pas de nuisance, ouais, vraiment. Ok. Si tout ce qui peut créer un peu de nuisance, c'est la vibration des blocs de climatisation. Vous voyez, c'est pas, enfin, ça se traite. C'est pas des choses insurmontables. Ensuite, des contraintes techniques, c'est tout ce qui va être effectivement instruction, les délais d'instruction des mairies, les préconisations, tout ce qui est réglementation, accessibilité, PMR. D'accord. Qui en centre-ville est effectivement beaucoup plus contraignant parce que les bâtiments n'ont pas été créés pour répondre aux lois RT 2017 là. Ouais. Donc ça peut être des difficultés, il y a quelques dérogations, et c'est vrai que nous on essaie d'être plutôt vraiment dans le droit fil de ce que exige la réglementation. Donc c'est plutôt contraignant, et des fois c'est bloquant sur des sujets où on n'a pas de solution technique ou pas de solution technique d'un coût supportable qui nous permet d'aménager les locaux. Donc des fois c'est vraiment bloquant pour une implantation. Donc ça vous arrive d'abandonner un projet dû à l'accessibilité? D'accord, ok. Oui. Parce que des fois on a des exigences par exemple d'issue de secours. Des fois, on peut pas créer d'issue de secours à l'arrière, ou on peut pas se rebrancher dans un couloir d'accès commun, ou des choses qui seraient vraiment trop onéreuses. Et donc, la législation nous obligeant à avoir sur cette surface une voire deux issues de secours distinctes. Par exemple, hein. Après, c'est le sujet des fois vous savez, des marches quand on rentre dans les magasins. Hein. Ouais. Il faut que ce soit accessible, PMR, etc. Ouais. Des fois, techniquement, c'est pas possible. Ou pareil, de manière onéreuse, ou des fois il y a des marges dans un magasin, on nous oblige à mettre pour 20 mètres carrés de surface accessible, on nous oblige à mettre des mini ascenseurs, vous savez là, pour des plateformes, ascenseurs, etc. Bon, des fois, voilà. Sur des petites surfaces de centre-ville, des fois c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou D'accord. des fois c'est complètement bloquant. Ok.
Et donc, du coup, c'est bon pour ça. Alors, c'est une question très vaste, mais la réglementation d'implantation commerciale, est-ce qu'elle vous semble similaire en périphérie et en centre-ville? Mais il n'y en a pas trop des règlements d'implantation commerciale. Pas encore, il y a un peu les PLU, mais qui sont pour nous pas trop bloquants parce qu'on arrive après coup. Nous, on ne s'occupe pas de tout ce qui est CDAC, etc. Nous, on arrive déjà dans des ensembles commerciaux validés ou existants. Voilà. Donc la réglementation, la réglementation d'implantation commerciale, à mon niveau, n'est pas contraignante. D'accord. Ça ne nous concerne pas, elle concerne plutôt les promoteurs. Ok, ouais, Ou les enseignes qui créent leur bâtiment, ou comme vous, effectivement, un ou de... agrandissement, une création. Ouais. Non, c'est pas contraignant pour nous. D'accord, parce que justement, on a une question par la suite, c'est savoir si les outils de type CDAC représentent une barrière au développement de votre enseigne. Donc, Alors, effectivement. oui, indirectement, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a jamais à... On ne fait pas de promotion et on arrive dans des ensembles commerciaux. Ouais. Donc, on est très rarement confronté à ça, enfin jamais même. Par contre, les promoteurs qui créent des centres commerciaux ou des retail parks qui nous intéressent, eux passent effectivement par ces dépôts d'OPC et demandes de CDAC. Et là aujourd'hui, depuis un an et demi, on va dire que la majorité des projets sont refusés. D'accord. Donc nous, ça nous bloque dans nos, donc ça nous a annulé des projets et ça nous freine dans nos possibilités de Bah oui, c'est développement. sûr. Ouais. Ok. Et donc là, vous n'avez aucun moyen de recours, enfin, vous pouvez rien faire du tout. Non, parce que on n'a pas la main dessus. En fait, c'est des promoteurs qui sont plutôt en avant sur ces sujets-là, qui eux défendent leurs projets Ok. auprès des élus. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Action Cœur de Ville? Oui, C'est quelque chose auquel vous faites attention dans les villes où vous vous implantez? C'est un projet qui est attrayant pour l'enseigne? pas pour l'instant. C'est pas vraiment très concret aujourd'hui. Le seul aspect concret de ça, ça revient avec ce qu'on disait juste avant, c'est que ça a fait prendre en compte ce sujet aux élus. Et ça, la première réaction qu'ils ont eue, c'est de bloquer effectivement les projets périphériques. Mm. De bloquer les passages en CDAC des projets des villes concernées. Et c'est vrai que politiquement, c'est difficile de défendre un projet en périphérie, et en plus, ça allait demander des fonds à la région, à l'État pour renforcer ce centre-ville. Il y a toujours cette dualité qui est euh, facile à mettre en avant en disant le combat entre la périphérie, le centre-ville. Voilà, Oui. donc politiquement, aujourd'hui, ça a fait la une de tous les journaux là, comme quoi les centres-villes étaient en train de mourir et qu'il fallait un grand plan national pour les centres-villes. Oui. Bon, c'est un peu tard, d'une, et les villes n'avaient qu'à pas autoriser autant de projets en périphérie Au à un moment où moment, c'était quoi. Voilà. possible. Mm. Ouais. D'accord. Donc c'est compliqué de faire machine arrière aujourd'hui d'une manière aussi radicale. Voilà. Mm. C'est sûr. Et vous travaillez avec des managers de centre-ville ou pas? Non, Pas du tout. non. D'accord. Le premier magasin qui a été implanté par Beaumanoir, il était basé où? 1987, Langueux, Saint-Brieuc, D'accord. zone Donc commerciale de Langueux. Et donc c'était en zone commerciale. Oui, parce que c'était un multimarque, un peu comme c'était un Vetimode. Alors là, ça me dit rien. Effectivement. Il y en avait un à côté de CA, à côté de, comment ça s'appelle, la Madeleine, là. D'accord, ok. Et à côté de, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Blue Box, tout ça, là. Ouais, ok, je vois. Il y avait un Ok, Vetimode. Ça d'accord. s'appelait Vetimode. Donc c'était leur multimarque, en fait. C'était un multimarque et au départ, c'était le premier magasin de Monsieur Beaumanoir et il l'a transformé en cache-cache. Et après, c'est parti, comme ça. Et vous savez comment la tête de réseau s'est adaptée au fait de vouloir se développer dans les centres-villes? Et, enfin, les premiers magasins, enfin, à part celui-là, mais tous les magasins étaient en centre-ville. Ouais, directement. Il n'y a pas Ouais, eu. ouais. Ok. Il n'y a pas eu de stratégie, d'abord zone et puis Non, périphérie. c'était Ouais, l'inverse. d'accord, C'était clairement l'inverse. d'accord. C'était uniquement centre-ville pendant les 10 premières années du D'accord. groupe.
Et ensuite, avec la naissance des centres commerciaux, on s'est adapté aux centres commerciaux, mais c'est plus simple en fait. C'était quand même des formats assez similaires au centre-ville, beaucoup moins contraignants parce que c'est des cellules carrées, on va dire, à aménager, assez simples. Et ensuite, après, ça a été la question de comment sortir des centres-villes qui se meurent et comment sortir des centres commerciaux qui sont trop chers. Et là, dans les années, on va dire 90, mais plutôt 2000, les retail parks ont commencé, des retail parks un peu plus structurés, un peu moins boîte à chaussures ou du meuble, ont commencé à se réorganiser, ont été attirés des enseignes qui ne s'implantaient pas du tout en périphérie avant. Ok. Ok, d'accord. Ça me paraît logique. Et donc, ça a eu l'avantage de pouvoir se développer avec des loyers 4 à 5 fois moins chers que dans le centre commercial. C'est clair. Ok. Super, merci beaucoup. Et alors, on va passer maintenant sur la dernière partie qui traite sur l'impact d'une implantation au centre-ville. Est-ce que vous pensez qu'une implantation au centre-ville rime avec une modification de l'offre produit? Pour nous, non, pas vraiment. C'est plus lié au potentiel de chiffres, la taille un petit peu, la taille des cellules. C'est vrai que c'est plus facile d'être plus grand en périphérie. Les mètres carrés coûtent moins cher. Et donc, effectivement, on peut se faire un peu plus plaisir sur l'aménagement en périphérie, offrir des services supplémentaires, des zones de détente, de loisirs dans nos magasins, ce qu'on ne peut pas faire en centre-ville. Ok. Donc oui, effectivement, oui, les centres-villes sont plus contraignants parce que les cellules plus petites et plus chères. D'accord. Et dans le même sens, est-ce que ça a un impact sur les prix de vente pratiqués en magasin? Non. D'accord. Non, les prix de vente sont identiques partout. D'accord. Et concernant les modulations des horaires d'ouverture, est-ce qu'il y a une modification des horaires d'ouverture des magasins des centres-villes par rapport aux périphéries? Oui, ça peut, en fait, parce qu'en centre-ville, on fait un peu ce qu'on veut, en termes d'ouverture, enfin d'horaire d'ouverture. Contrairement aux centres commerciaux. Alors qu'en centres commerciaux ou retail park, les horaires d'ouverture sont imposés. D'accord. Pour assurer une homogénéité sur l'ensemble commercial. Ouais. Ce qui peut se comprendre. Ouais. Et il y a une grosse différence d'horaire? Enfin, je veux dire, Ouais, ça peut. Hein. Ça peut, surtout quand on cumule à la semaine ou au mois là, avec les amplitudes horaires, ça commence à être significatif. Mais par exemple, en retail park, on va être facilement entre, par exemple, 10-19. D'accord. Dans les centres-villes, ça peut être à peu près pareil. Les centres commerciaux, des fois, on est sur du 9h-20h. Voilà. Donc c'est quand même 2 heures par jour en plus, ça fait 14 heures par semaine. Ouais, ça monte vite, ouais. Ça fait quasiment un mi-temps nécessaire en plus pour assurer juste les horaires d'ouverture. Okay. Donc ça peut avoir des impacts de recrutement ou de rentabilité. Ok. Est-ce que vous observez une cannibalisation entre vos commerces de centre-ville et de périphérie? Ou plutôt une forme de complémentarité peut-être? Ça dépend, enfin ça dépend de la taille de la ville. Il y a des villes qui peuvent supporter 2 implantations, ou 3 ou 4. Et certaines, parlons de Laval un petit peu. Dans Laval, par exemple, on a observé que quand on a ouvert à Saint-Berthevin, le centre-ville a été cannibalisé de 20 à 30%. Et ça vous arrive de devoir fermer le point de vente dû à une ouverture périphérique? Oui. D'accord. Ok. Alors soit parce que on l'avait anticipé, donc c'est le temps de pouvoir mettre les choses en place, et on avait dit de toute façon il y a une opportunité maintenant en périphérie, on la prend et on fermera le centre-ville quand on le pourra, mais ne laissons pas passer cette opportunité. Ou des fois c'est qu'on s'est trompé et on pensait que les deux pouvaient tenir et que au final les impacts sont plus forts que ce qu'on avait pu imaginer. Et quand vous dites fermer quand on le pourra, c'est dans quel sens? Avec nos échéances de baux, parce qu'on est contraint par des baux où les dates de sortie sont pas libres, voilà. Ou effectivement, c'est surtout ça. C'est surtout ça. D'accord. Ok. Très bien. Ou ça peut être des dates de fin de contrat avec nos partenaires. D'accord. En général, on essaie de limiter ça et de l'anticiper, quoi. Okay. Soit c'est le partenaire qui porte le projet sur sa zone de chalandise,
soit on se met d'accord avec lui au départ en se disant c'est un projet qui peut t'impacter, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est sûr. Et vous pensez pas que le consommateur soit attaché au fait de pouvoir trouver son enseigne tant en périphérique qu'en centre-ville? Peut-être, mais économiquement, il faut que ça ait du sens aussi, quoi. Oui, c'est clair. C'est sûr que entre ce que les clients déclarent et ce qu'ils font, il y a quand même une grande différence. C'est vrai. C'est Donc, nous, on constate plutôt sur des faits, des constats et des évolutions de chiffres que sur des principes de sondage. C'est sûr que si on écoute la clientèle et on veut tous un Zara et un Ikea à 5 minutes de chez soi, quoi. Et Sauf vous, justement, vous faites jamais d'interview, je veux dire, de sondage consommateur pour savoir si ça vaut le coup d'ouvrir un point? Non, Jamais. non, je sais que certains centres commerciaux le font. Sur leur base client, des fois, ils sollicitent leur clientèle en disant quelle enseigne vous aimeriez voir venir dans ce centre. Ouais, d'accord. Et vous, c'est pas quelque chose qui vous attire? Oui et non, c'est comme je vous dis, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on déclare et après c'est comme dès qu'on ferme des magasins, il y a beaucoup de gens déçus, mais on ferme pas parce qu'on a envie de fermer, c'est que le volume d'affaires était trop faible. Donc effectivement, nous aujourd'hui, il faut que chaque magasin soit rentable. Et il y a un moment où, même si on a 20 clientes très déçues, ça suffisait pas à faire tourner le magasin, quoi. C'est vrai, ok. Très bien. Et on parle souvent de proximité en centre-ville. Est-ce que vous pensez que la proximité améliore la satisfaction client? Oui, oui, la proximité, mais c'est pas forcément que la proximité géographique. C'est la proximité relationnelle aussi de nos équipes, c'est la proximité de services que l'on peut offrir avec le e-commerce, avec les livraisons, avec les offres promotionnelles, etc. Je trouve que Et la puis même proximité géographique est maintenant assez relative, quoi. Oui. Et puis même avec les services, par exemple, comme à la Madeleine, le magasin qui est dans le centre Carrefour, avec les services proposés, c'est vrai que ça, c'est une très grosse forme de proximité, quoi, finalement. Exactement. Et puis il faut être aussi sur une proximité géographique, mais c'est peut-être aussi proximité du lieu de travail, parce qu'on va faire ses courses en sortant du travail. Voilà, donc on raisonne plutôt, je pense, en flux maintenant qu'en proximité d'un point donné, quoi. Ouais. Ça montre bien l'essor des gares et des lieux de trafic importants qui sont aujourd'hui très performants. Hein. Ouais, pas faux. Super, j'ai noté. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce On que a vous tenu voyez... le timing. Mais oui, Bravo. je surveillais, hein, je regardais. Est-ce que vous Bravo. pensez qu'on a des choses qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait pu traiter ensemble? Non, enfin, je trouve que peut-être que là, quand je vois qu'on a beaucoup parlé de centre-ville versus la périphérie, Ouais. c'est vrai que les élus nous accusent facilement de délaisser les centres-villes au bénéfice des périphéries, ou même de nous bloquer sur des projets de périphérie. On a connu ça sur certains sites où on s'intéressait à des sujets en périphérie, des créations de zones commerciales, et on a été bloqué en termes d'implantation parce que ça nécessitait des transferts et donc des fermetures de nos magasins en centre-ville. Ouais. Sauf que ça ne le dérangeait pas de voir arriver de la concurrence en périphérie, quitte à ce que nous, on meure en centre-ville. Parce qu'à un moment, comme on dit, une fois que la cliente a dépensé 100 euros, elle va pas le dépenser. C'est pas parce qu'il y a 3 magasins en plus que ça va augmenter son pouvoir d'achat. Ouais. Donc ça ne fait que diluer. Et donc je trouvais que la vue un peu réductrice, trop simpliste de se dire on pénalise des activités qui ont participé à un moment donné à l'activité du centre-ville, parce qu'on a été quand même assez, surtout dans ces petites villes de périphérie ou de province, on a été quand même assez précurseur avec l'ancienne cache-cache à implanter ces zones-là qui ne connaissaient que des réseaux d'indépendants assez peu fournis. Donc on a participé pendant des années à l'activité de la ville. Aujourd'hui, à cause de ça, au final, ça devient un point handicapant d'avoir un historique plus fort. C'est plus facile de venir en partant de zéro que de se transférer aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une vision trop simpliste, au final, de l'organisation d'une ville. C'est derrière ça, il y a des emplois, il y a aussi des clientèles, des captations de consommation sur place. Donc il faut des fois pas forcément raisonner que centre-ville versus périphérie, quoi.
C'est OK. un tout qui doit vivre ensemble, mais s'adapter au mode de consommation de la population d'aujourd'hui, quoi. Ça marche, c'est noté. C'est un point aussi qu'on comptait relever, dû à nos recherches, de revues littéraires. C'est vrai qu'on avait pas mal relevé ça. Ouais. Et on a juste une petite question. Est-ce que vous pensez que les centres-villes puissent un jour retrouver l'attractivité commerciale, qu'il y avait dans les années 80? D'une manière différente, parce que les acteurs du commerce des années 80 sont pas ceux de demain. Mmh. On le voit de plus en plus, il y a très peu d'enseignes qui étaient au plus haut dans les années 80 qui perdurent encore aujourd'hui. Donc les consommations sont différentes. On parle tous de e-commerce, même si sur nos activités c'est quand même assez léger. Hein, c'est on va dire 10% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas quelque chose qui a vidé les magasins. Mmh. Mais la clientèle, je pense, habite maintenant en périphérie. Et la clientèle est feignante. On l'est tous, hein. Enfin, on veut se garer le plus près possible de l'entrée de De la l'hiver. ouais. On fait du drive parce qu'on n'a plus envie d'aller traîner dans les magasins. Enfin, c'est un mouvement de fond. Et effectivement, pour moi, les qualités d'un centre-ville, c'est quand même, ça reste accessible et enfin, il faut que ça reste accessible, mais c'est quelque chose d'un peu plus agréable qu'un centre commercial. Alors Mmh. après, maintenant, les centres commerciaux montent en gamme aussi, les retail parks aussi, donc c'est pas gagné, quoi. C'est pas Ouais, gagné, il y a mais plein de choses à faire. C'est tout l'enjeu. euh, c'est l'enjeu, c'est bon, c'est puis tous les centres-villes sont différents. Enfin, Mmh. en fonction C'est au des cas tailles des par cas, villes, en ouais. fonction de la population, c'est voilà, c'est un peu les cas par cas, effectivement. Ouais. OK, super. Et bah, merci beaucoup monsieur Vauchel. En tout cas, c'était très constructif. Je suis sûre que ça va Bon, et bien vous, nous comment aider. ça se passe les études là? Eh ben, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Bon là, avec la Qu'est-ce que période, vous faites en alternance? alors je suis chez Enseigne comme Elodie. Par contre, Ouais. je suis au niveau des achats non marchands, de U. Je m'occupe des stations-service. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Pourquoi vous n'êtes pas dans le développement là? Parce que, bah, quand j'ai Ouais. cherché une alternance il y a maintenant 1 an et demi, c'était Ouais. un des seuls postes, qui restait. Et donc, mais ça me va très bien parce que franchement, j'apprends énormément de choses. Donc je suis chargée de Ouais. développement commercial. Donc Ok. il y a tant de la communication que du développement, de la stratégie, enfin, il y a vraiment plein plein de choses, du marketing, du suivi d'activité. Franchement, on s'ennuie pas. Et puis, mais aussi, c'est ce qui est génial là-bas, c'est qu'il y a une relation avec les associés. Ouais. Donc on gère en fait avec mon poste tant les associés que le client final. Et puis on voit aussi les fournisseurs, nos collègues de chez U. Donc c'est vraiment touche à tout. J'apprends énormément de choses. Donc je suis bien contente d'être là. Mais ça vous dit quand même de toucher au développement Ah mais immobilier ou? totalement. Alors là, oui, Ouais. effectivement, en fait, je me suis rendu compte avec la formation à l'IGR que c'est vraiment vers le développement que je me dirigeais. En fait, ce qui est génial avec l'alternance, c'est qu'on est une trentaine dans notre classe et avec bah, le métier de chacun, l'entreprise de chacun, Ouais. l'expérience, on peut beaucoup échanger et on échange avec tout le monde et même avec nos enseignants, nos intervenants professionnels. Je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait et auquel je veux contribuer. C'est vrai que j'avais vu quelques CV, etc. et échangé avec quelques-uns de vos collègues de classe. D'accord. C'est vrai que c'est plutôt, ça a l'air d'être assez orienté développement réseau, mais plutôt animation de réseau. Euh, Peu formation IGR, plutôt manager un réseau ou à la limite accompagner des franchisés. C'est exactement ce qu'on parlait avec C'est ça, hein? Elodie lors de l'entretien, c'est que dans sa formation, elle, c'était vraiment très... À Nantes, elle était à Oui, l'ESPI, oui. très immobilier. Et elle me Hum. disait que l'IGR, effectivement, parce qu'en échangeant, on s'est rendu compte que l'IGR, oui, c'était vraiment management de réseau, animation et développement. Ouais, beaucoup Et plus que la partie immobilière. voilà. Ouais, Et en discutant avec mes collègues de classe, on se rend compte qu'il manque un petit peu de cette partie-là, immobilier, réglementation et tout ça. On en ouais. a, mais je pense que c'est un point qu'il faudra qu'on relève pardon, à Madame Perrigo, Mhm. parce que on manque peut-être un petit peu de bagage malheureusement. Mais Ouais, c'est deux métiers un peu différents. Enfin, nous, on a les deux dans le groupe. On a effectivement l'animation de réseau qui va plutôt être animer les équipes de ouais, vente, c'est ça. tout ce qui est reporting commercial, etc. Formation et tout. Ouais, Ensuite, après, nous, on est plutôt dans l'animation. Après, on a une partie, nous, animation des franchisés, mais plutôt, on a plutôt des chefs d'entreprise, on va dire, plutôt que enfin, on a un peu de tout dans le réseau, mais on a 200 partenaires, et on va plutôt avoir des relations avec eux de chefs d'entreprise à conseiller, on ouais, va dire. ouais, je vois.
on anime leur gestion de l'entreprise, mais pas Ouais. au quotidien. Plutôt sur les investissements, sur les rentabilités, Ok. comment driver son entreprise, et après tout ce qui est la partie immobilière, effectivement, gestion de parc, transfert, agrandissement, Ouais. optimisation des rentabilités, etc. D'accord. Bah, en Mais c'est fait, une partie très intéressante qui est assez forte chez nous. C'est vraiment ce suivi d'accord. des partenaires affiliés. Ok. Mais en fait, notre formation fait qu'en première année, on est vraiment basé sur l'animation et la deuxième année davantage sur le développement. D'accord, Donc là, on est en plein dedans encore jusqu'à juin. ça développe. Ok. Ça développe, Ouais. ouais. Prêt pour les... Ouais, ça va être particulier, là, vous, Eh cette année-là? ben, cette semaine, donc bah, avec le travail, on est en télétravail, il n'y a pas de souci, on est bien Ouais, organisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on est en semaine de cours, effectivement, donc depuis hier, on est en visio. C'est une organisation différente, hein, on est en visioconférence un peu, enfin, on est ouais. tous, tous les 30 connectés, et puis on participe, on arrive à participer, on arrive à échanger, donc ça va. D'accord, On bon, c'est bien. s'adapte, mais par contre, on a juste un point, ce que je voulais finir par vous dire, c'est que au mois de juin, normalement, on a toujours une journée qui est consacrée aux deuxième année pour présenter leur mémoire, justement. Et puis, ça Ouais. permet d'inviter différentes personnes, notamment les personnes avec qui on fait les entretiens, Mhm. des professionnels de différents horizons. Et puis, c'est l'occasion d'échanger, donc c'est génial dans le secteur de la franchise. Et Ouais. puis là, c'est vraiment remis en cause. Donc, je vais pas trop m'avancer. D'accord, ouais. On ne sait pas comment va Ouais, être bah, ouais, peut-être, restitué. ouais. Ouais, on Ouais, sait pas trop. Ouais, pour rassembler trop de personnes dans un lieu voilà, confiné, ça va peut-être pas être c'est trop ça. la mode. Ouais, Et puis Madame Perrigo était même en train de dire qu'on n'aura peut-être pas du tout de cours ensemble d'ici la fin de l'année et ce sera seulement par ordinateur, on sait pas trop. par visio, ouais. Donc Après, là, on apprend tous à vivre un peu au jour le jour, parce que voilà, le cadre exactement. évolue rapidement. Ouais. Et vous, du coup, Mais- c'est ralenti, je suppose? Ah, C'est très c'est... ralenti? Effectivement, on a l'ensemble de nos magasins fermés, nous. Bah, déjà, Ouais, d'une, hein, c'est rien de nouveau. On fait tourner quand même un petit peu le e-commerce, plus d'accord. par... pour faire un petit peu d'activité pour les gens qui y sont aussi, pour assurer les salaires, pour Ouais. faire tourner un peu, avoir des relais de communication auprès de notre cliente. Toujours, on a quand même fortement ralenti la présence promotionnelle et marketing Mm. auprès de nos clients. Ouais. Mais bon, il faut quand même garder un petit lien, quoi, léger de communication. Ok. Ensuite, effectivement, moi, bon, on a une grosse partie quand même, un enjeu fort là sur ma partie, c'est tout ce qui est négociation immobilière et renégociation des contrats au vu de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Parce que Ah ouais, on a une contrainte forte, c'est que bah, on n'a plus de chiffre d'affaires. c'est clair. Bon, on a quand même des charges. Et à un moment, on pourra pas tout supporter, quoi. Payer des loyers sur des magasins qui sont fermés. Aujourd'hui, Ça va c'est être un peu difficile, dur. Mm. mais juridiquement, on n'a pas trop de levier, donc c'est une négociation assez forte D'accord. à mener au cas par cas, donc ça prend beaucoup de temps. Bon, bah c'est un autre exercice, ouais. Donc ça occupe. Bah, vaut mieux dans ces Ouais, cas-là. c'est vrai, ça passe Ça plus vite les journées. bon, et quand, au niveau des commandes en ligne, vous avez des règles sanitaires et tout ça pour les livraisons, je suppose? Oui, bah après ça c'est nos prestataires qui respectent ça avec leur cahier des charges. Mais effectivement, on passait par Colissimo, mais Colissimo, je crois, ralentit fortement son activité là cette D'accord. semaine. Ok. Donc bon, ça met un peu, Ouais. ça va freiner fortement tout ce qui est effectivement e-commerce, etc. Puis bon, on voit que c'est pas la priorité du tout de notre cliente. Mm. Les consommations sont très faibles, voilà. Donc Ok. Bon, il y a pas d'intérêt à maintenir ça. au jour le jour, ouais. Exactement. On fait avec. Bon, bah, en tout cas, je vous tiens informé si jamais il y a une journée qui se profile, qui s'organise. Dans tous les cas, vous Ouais, bah serez avec plaisir. conviés et Ouais. puis on garde le contact. Ça marche. Bah, écoutez, Merci bon courage pour beaucoup. votre mémoire et pour ce confinement là. Prenez soin de Merci, vous. c'est très gentil. À vous aussi, prenez soin de votre famille et puis à bientôt, je l'espère. C'est gentil. À bientôt. Merci, monsieur Au Bruchet. revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.